Il faut dire que maintenant, nous avons des nouveaux locaux et c'est la toute première fois qu'on aura un événement d'envergure de ce côté, un palais qui porte le nom du président de la République, même si certains estiment qu'il y a toujours un petit débat. En tout cas, certains le palais de verre, Paul Biya. C'est un palais de 13 étages, pratiquement 700 places pour environ 700 milliards. C'est le fruit de la coopération sino-camerounaise. Ben, il faut prendre acte des avancées que nous enregistrons au pays. Je suis plutôt de qui voit le verre à moitié plein, même si je vis comme tous les autres ce que nous avons entendu le Vox Populi dire. Mais si vous m'aviez posé la question, comme aux autres, savoir quelles sont les attentes, vous pouvez le dire. Voilà, moi je vous aurais dit que j'ai eu une chance inouïe dans ma vie. Hein. C'était une chance unique et j'aurais souhaité... Il faut dire que vous avez plusieurs casquettes. Hein. Effectivement. Et dans une autre de mes vies, j'étais un élu à Douala. J'étais conseiller municipal à la commune de Douala 5e. J'y ai fait 12 ans. Et à ce titre, en 1921 Non, en 2011, le président a fait l'une de ses dernières grandes tournées comme candidat à l'élection présidentielle. Et là, j'ai eu la chance d'être de ceux qui auront été invités pour les concertations qu'il a eues avec certaines communautés. Tout à fait. Donc, pour ceux qui étaient du centre, sud et est, nous étions une demi-douzaine de personnes à avoir été reçues. Et ce jour-là, j'ai écouté du président un discours qui me fait croire que même si nous vivons un moment très difficile, il reste que je reste optimiste parce que le président dit il veut être reconnu comme celui qui aura apporté la démocratie et la prospérité. Cet ordre n'est pas banal. Il n'a pas dit les deux en même temps, il a dit la démocratie et la prospérité. Je pense que cet ordre, il faut le respecter. Et cette élection, à mon sens, certains disaient ici tout à l'heure que c'est la plus reine, je crois que c'est Mila Souté qui le disait. C'est la plus dure, mais c'est celle aussi qui achève plus ou moins, enfin une démocratie est toujours à parfaire, mais elle achève plus ou moins le processus de mise en place de notre système démocratique. C'est la plus dure, d'ailleurs les résultats, le président gagne avec 53%, c'est pas toujours ce qu'on a vécu. Donc, quand on sera sorti de cette élection, je pense que dans le projet du président, on aura fait une bonne partie de la démarche vers la démocratie et à ce moment, je crois qu'il a des atouts pour que nous entamions de façon sérieuse le processus de la deuxième partie de son programme qui est la mise en place de la prospérité. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, et là c'est plutôt l'économiste qui parle, je pense que c'est pas difficile de faire des ponts, quand on a les moyens, on parlait des projets tout à l'heure qui étaient mal maturés, parce que quand on produit l'électricité, on ne sait pas la transférer, il y a problème. Mais tout cela, avec les atouts dont on dispose aujourd'hui, s'agissant de nos richesses, s'agissant de leur gestion, je crois que nous pouvons espérer que, effectivement, des choses différentes vont se faire. On a parlé beaucoup Vous allez chuter. Du personnel qui va... Mais ça, peut-être que dans la suite, on en parlera. Mais je crois que nous allons... Il est le seul à avoir posé son émergence pour 2035. Quand tous ces pairs, dans une autre casquette, j'ai travaillé à la CEMAC, les autres, c'était 2018, 2020, 2025. Il n'y a personne qui ait pensé qu'on pouvait envisager de se donner vraiment le temps
pour dire aux gens, l'émergence, moi je l'entrevois en 2035. C'est pour ça que je reste optimiste, y compris avec tout ce que nous vivons aujourd'hui. Évidemment, cela appelle des décisions fortes. Je pense qu'elles vont commencer dès aujourd'hui. Merci, monsieur Monofon. Nous disons déjà merci à nos confrères de la chaîne nationale, la CRTV. Nous bénéficions de leurs images ce matin dans le, justement de ce plateau spécial. Et nous pouvons le constater. Le cortège partant du palais présidentiel pour le palais Paul Biya en Guayaquil est justement en route. Et nous continuerons justement à bénéficier de ces images. Mais en attendant, je vais passer la parole au professeur Moyolo. Professeur, lors de la dernière investiture, le 6 novembre 2018, le président Paul Biya a abondamment parlé de l'économie et parlé des finances saines qui devaient être un challenge pour le prochain septennat, c'est-à-dire 2018-2025, et parlait de la révolution agricole qui devait être modernisée. Il fallait justement des moyens de production et en transformant davantage nos produits agricoles. Le président a parlé d'un secteur industriel performant. Il a parlé de l'industrialisation. Et c'est important à ce niveau. Le président lui-même, je le paraphrase, disait qu'on ne saurait avoir une bonne industrialisation si on n'avait pas une exigence en ce qui concerne l'apport d'énergie stable et une énergie suffisante. 7 ans plus tard, est-ce que nous pouvons dire que le pari a été tenu? Je ne pense pas, mais il faut comprendre pourquoi. Parce que nous sommes en 2018, il y a un ensemble de projets qui sont annoncés. 2 années après, vous avez le Covid qui arrive et qui bouscule l'économie mondiale. Puis vous avez la guerre en Ukraine qui est un élément important. Il faut bien se dire que le corps n'évolue pas dans un vase, n'évolue pas en autarcie, et qui va donc bousculer l'économie mondiale. Maintenant, est-ce que, en dépit de ce contexte international, il n'y a pas des initiatives qui auraient pu être prises ou qui auraient pu être mieux menées et qui auraient certainement apporté... Voilà la véritable question. Parce que quelqu'un te dira que nous nous cachons sur ces événements, certes qui ont existé, mais ça peut faire comme si c'était des jolis prétextes. Justement, c'est pour ça que je pose cette question. Et j'ai quand même vu de la position dans laquelle je suis, un ensemble de choses se mettre en mouvement. Mais nous posons une fois de plus la problématique du contrôle, en réalité. C'est ça le vrai problème que nous avons aujourd'hui, la problématique du contrôle. Vous avez le programme comme le pizza. Vous avez le président misé sur l'entrepreneuriat jeune. Vous avez un ministère des petites et moyennes entreprises qui a été créé, qui fait beaucoup d'efforts, mais sous lequel se trouvent des structures qu'on a l'impression qu'elles ne comprennent pas quelle est la réalité. Ou alors, le contrôle des pouvoirs, parce qu'en réalité, vous avez un fonctionnement qui fait que vous avez des structures sous tutelle qui en réalité évoluent comme des structures quasi indépendantes. Et vous pouvez donc multiplier ces secteurs, ces réalités dans le secteur, au Minadère, où vous avez plein de programmes, mais vous avez du mal à avoir l'impact sur le terrain. Non pas qu'au niveau du ministère ou plan stratégique, on n'a pas développé des programmes, mais en réalité, la mise en œuvre de ces programmes par les structures qui doivent les exécuter, c'est pas toujours ça. On a parlé des problèmes qui sont pas, des projets qui ne sont pas suffisamment maturés. Le président a misé sur l'électricité. Vous avez des barrages qui sont construits, mais le transport de l'électricité produit par ces barrages n'est pas fait. Ça fait que 7 ans après, on a l'impression que le président a donné des directives, mais que malheureusement la mise en œuvre, en dépit des moyens qui ont été mis à disposition, la mise en œuvre est un peu compliquée. Le président... Ah, oui. Vous avez chuté. Cela, non. Oui. Cela m'amène justement aux attentes qu'on peut avoir. Tout à fait. Et je situe cette attente à 2 niveaux. La première, vraiment, elle est plus facile, comme disait M. Monofon. Vraiment, c'est facile. Quand il y a les moyens un peu de contrôle, construire des ponts, construire des routes,
construire des établissements technologiques. Ça peut se faire. Mais l'élection présidentielle qui s'est tenue le 12 octobre a envoyé un signal suffisamment fort qui doit interpeller et amener à la réforme de l'État. Est-ce que le président comprendra donc ce signal fort? Est-ce que ses collaborateurs seront réceptifs? Je pense qu'il va comprendre. Pourquoi? L'élection présidentielle nous a rappelé combien de fois le réflexe communautaire est encore important dans notre pays. Tout à fait. Combien de fois nous sommes encore très éloignés de la construction d'une nation dans notre pays. Et cette absence d'une nation doit amener, et j'espère que le président nous comprend, va nous saisir ce message, à réfléchir sur deux choses. Un, sur le collège électoral. Est-ce que nous devons encore être comme nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons gardé un code électoral ou une constitution qui prévoit que le président de la République est élu par l'ensemble des Camerounais au suffrage universel direct? Est-ce que nous devons encore admettre aujourd'hui au Cameroun que le président de la République peut être élu par des gens qui n'ont jamais fait preuve de la gestion d'une commune, d'une région? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, et on a failli l'avoir, que un parti qui a un conseiller régional puisse choisir un individu qui va gérer l'ensemble du Cameroun? Et donc moi, je propose qu'il y ait une réforme du code de l'élection du président de la République et du code électoral qui prévoit par exemple, comme en 1960, que le président de la République soit élu par les conseillers municipaux. Vous voulez nous ramener à un vote élitiste? Non, en fait, c'est ça. Non, écoutez, c'est très important. C'est très important. Parce que si vous renvoyez le vote de l'élection du président de la République à un collège restreint, qui est la conséquence d'une élection locale et législative, vous obligez dans le choix des candidats aux élections locales des personnes qui ont des compétences. Les partis politiques, on ne sera plus à venir là désigner un ou deux individus parce qu'ils ont une certaine assise, qui ne comprennent vraiment rien au fonctionnement de l'État. Les partis seront plus engagés à choisir, à élaborer des programmes, élaborer des personnes qui peuvent mettre en œuvre ce programme. Et une fois que vous avez le contrôle des collectivités territoriales décentralisées, vous pouvez légitimement choisir le président de la République. Très bien. Merci, professeur, pour votre regard. Je souligne que nous étions là au niveau économique concernant justement la promesse du chef de l'État le 6 novembre 2018 lors de son discours d'investiture. Alain Ndouk, vous qui avez des bonnes bases sur le plan économique, de manière générale, est-ce que l'économie du Cameroun en ce moment se porte bien? Parfait, tu connais la réponse. Je ne connais pas. Que ça va de soi que ça ne va absolument pas sur le plan économique. Et pour moi, c'est le principal indicateur qui m'amène à dire que le septennat passé, c'est un septennat blanc. Moi, comme ça a été un flop? Un vrai flop. Bien, maintenant, je vais d'abord déconstruire un certain nombre de choses qui ont été proposées. Parce que ça ne doit pas être inoculé dans l'esprit des gens. Vous savez, le peuple, dans le modèle de société que nous voulons, nous avons dit que nous voulons la démocratie. À part si nous voulons désormais une oligarchie, une gouvernance par un petit groupe de personnes, et qui forcément ne va pas défendre l'intérêt commun. On sait comment ça se passe. Donc, nous disons que nous voulons une démocratie. Le pouvoir doit venir du peuple dans son ensemble. Toutes ces strates représentatives. Alors, il y a même dans la théorie politique certains qui pensent qu'en réalité on a même créé des partis politiques, c'était pour briser le pouvoir même qui revient au peuple. Lorsqu'il est uni et veut d'une seule voix quelque chose. Donc, là, selon la fameuse maxime qui dit qu'il faut diviser pour bien régner. Maintenant, il y a une autre entourloupe qui a été créée dans le champ politique, c'est la démocratie représentative. Toujours dans la théorie politique, on pense, et objectivement, que c'est une ingénierie qui a été créée en réalité pour domestiquer toujours cette même volonté populaire. Briser la souveraineté du peuple. Moi, la démocratie en laquelle je crois, c'est la démocratie directe
où chaque Camerounais, en réalité, quelles que soient ses origines, quel que soit son statut, peut dire quelque chose sur les affaires publiques, les affaires communes. Ça, c'est la démocratie dans laquelle moi je crois. Maintenant, que serait le mécanisme? Mais ailleurs, on a des mécanismes de démocratie directe où on consulte les gens de façon référendaire sur des questions essentielles. Il n'y a aucun espace dans le monde. Non, moi je n'ai pas interrompu quelqu'un dans son temps de parole. Maintenant, il faut que je réponde à la question qui m'a été posée. L'autre aspect, c'est ces prétextes à n'en plus finir qu'on a pour ne pas s'expliquer sur l'échec économique du pays. C'est-à-dire, on est toujours là, il y avait la crise de la Covid. Comment Alain Douc, rien du tout, savait dès 2020, dès qu'on a lancé cette opération psychologique, il faut l'appeler ainsi, parce que c'était ce que c'était. Et nous, on le savait déjà, que c'est une opération psychologique des globalistes pour une restructuration du monde, dans le sens de produire et de mettre des jalons de la 4e révolution industrielle. Moi, je le sais, je ne suis rien du tout. Et comment l'État du Cameroun, avec tous les moyens d'État qui sont possédés par ceux qui gouvernent, n'a pas dans son intelligence compris que c'était une dynamique dans laquelle il ne fallait pas être des suiveurs. Aujourd'hui, on utilise la prétendue crise, moi je l'appelle la pandémie. Hein, et aujourd'hui, on utilise ça pour instrumentaliser le fait que les lignes n'ont pas bougé, le parfait prétexte. Si on s'était mis à la place d'un pays comme la Russie, par exemple, qui non seulement au-delà de la Covid, subissait des sanctions économiques atlantistes, mais aujourd'hui, allez regarder les indicateurs économiques de la Russie. Voyez comment on met en œuvre une ingénierie politique et économique, diplomatique, pour que le pays reste fier de lui, reste debout, en dépit. Non, c'est un exemple, puisque vous prenez le prétexte de la Covid, pour te dire que ce n'est pas le seul cas d'espèce. On peut prendre beaucoup de pays qui ont su gérer l'affaire et sont debout et produisent de meilleurs résultats que nous. Dans un pays, actuellement, où la croissance est en berne, vous le saviez, puisque quand on parle de pays émergents à l'horizon 2035, nous savons bien que c'est un mythe, que ça ne se fera jamais. Parce qu'il fallait au moins, au début des années 90, des spécialistes sur le sujet disaient que vraiment, si on veut être émergent à un tel horizon, il fallait que sur au moins 2 décades, on ait une croissance entretenue au moins à 2 chiffres. Vous le savez, pourquoi vous voulez faire comme si vous ne savez pas ça? On vend, c'est de la propagande, on vend des illusions aux gens. Merci. Hein. Est-ce que la croissance est bonne aujourd'hui? Le niveau d'endettement, est-ce que c'est bon? Quand vous regardez comment le secteur primaire dont il parle, l'agriculture, peut décoller quand dans les principaux bastions, là, les principaux bassins de production, on produit, mais il n'y a pas l'infrastructure routière pour évacuer les produits. Ça va se faire comment? Expliquez-moi ça. Par quelle magie? Comment le secteur en question va croître, va se maturer, va atteindre l'agriculture de 3e ou de 4e génération que nous appelons de tous nos voeux? On ne peut même pas passer en revue tous les indicateurs économiques ici. Il n'y a pas suffisamment de temps. On passe la parole à la dame sur le plateau, à Madame Rio. Vous qui êtes justement de la partie dite au Cameroun, partie anglophone, vous êtes du NOZO. Le président de la République, au 6 novembre 2018, parlait déjà de cette crise sécuritaire du côté du nord-ouest et du sud-ouest, et parlait également de celle du côté de l'extrême nord avec la secte islamique Boko Haram. Il jurait alors, ce sont mes mots, que la paix et la sécurité devaient régner, tout en félicitant les forces de l'ordre et de défense. Alors, 7 ans plus tard, la paix est revenue au NOZO? Nous tous on connaît la réponse qui est non. Maintenant, parlons de la paix. Je me souviens quand j'étais encore petite à l'école, il y avait cette mot, on disait Cameroun is a peaceful country. Et nous on a grandi. Le Cameroun est un pays de paix. Un pays de paix. Et on a grandi avec cette idée d'avoir un pays où il y a la paix. Mais en 2018... Havre de paix. Havre de paix, merci beaucoup. Et on se retrouve en 2016, là où je viens. Et après un certain, je ne sais pas, il y a une telle manifestation qui pousse les jeunes qui sont dans les pays en paix à courir. J'aimais courir parce que le Cameroun est devenu le pays de courir. On court partout. On court à Bamenda, on court à Yaoundé. La question c'est où est donc cette paix qu'on nous avait fait croire qu'on était... pays de coureur. Et ça me revient aussi aux questions de la démocratie.
j'ai fait un cours en ligne de 10 mois pour être Democracy Defenders Accelerator. Pendant ces cours, il y avait une seule chose qu'on nous disait. Democracy is the people. The government of the people and by the people. Aujourd'hui, j'ai une seule question à notre président. Est-ce que les jeunes sont plus dans la définition de démocratie? Are they talking about democracy of the people, by the people, without the people? Because today, youths are out there. I'm talking as a leader of an organization who have been to the deepest part of Cameroon. There are places in Cameroon where they don't even know who the president is. The question is, are they moving forward without the youth? Because I have seen youth cry. They don't have jobs. They don't have jobs because there are no jobs. Because there are jobs, but they are not being cultivated. La question de SND 30, le programme que nous suivons aussi, mais comme le professeur a dit, émergence 30 de 2035, c'est ça? Oui, à l'horizon 2035. Mais la question c'est, pourquoi d'autres pays sont déjà à l'émergence? Depuis 2018, qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Ou est-ce qu'on va attendre 2035? En 2035, les jeunes qui sont au juste seraient quel âge? Ce serait quoi leur contribution? C'est ça la question. Donc aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons beaucoup de questions à poser à notre président. Et il faut aussi que le président sache que nous les jeunes, nous voudrons voir notre président. Parce que le président est à un certain niveau absent. Pour nous, nous sommes les enfants d'un papa qui n'est jamais à la maison. Ça devient compliqué, hein? On n'a pas le temps de créer. Et les enfants peuvent devenir délinquants. Et quand un enfant devient délinquant, le père prend sur lui comme charge. Puisqu'il n'est pas là pour le moment de crise, pour le moment de peine, pour le moment de joie, et subitement il apparaît un mois. Parce que nous, par exemple, je suis un maman travailleur. Je suis rarement à la maison. Je suis peut-être dans une zone idée et tout. Mais souvent quand je rentre à la maison, je prends la peine de demander à mes enfants, est-ce que ça va? Est-ce que l'économie va bien? Est-ce que le social va bien? Est-ce que... Et il y a toujours les réponses qui m'amènent à pleurer et de me dire, mais c'est ma faute, je suis absent. Donc aujourd'hui, avec toute cette pleurs, tous ces cris, je veux juste demander avec une voix humble pour dire, nous sommes fatigués de courir. Merci, nous voudrons le changement. Même si c'est le changement qui va... Je ne sais pas quoi dire, mais nous voulons le changement. Vous voulez le changement. Merci. Hein. Je pense que nous allons d'abord bénéficier globalement des services de la chaîne nationale pour avoir exactement ce qui se passe du côté de l'hémicycle de Ngoaïkele au palais Paul Biya. Comme vous le constatez, le président Paul Biya fait justement son entrée au palais de l'Assemblée nationale où il prêtera serment dans quelques minutes seulement. Nous reviendrons après la prestation de serment proprement dite pour des commentaires, pour des analyses. C'est donc un discours d'investiture qui est très attendu. C'est 6 novembre 2025 à Yaoundé, au Cameroun. Nous disons tout simplement à tout de suite pour la suite.